les tourbillons océaniques. Un phénomène qui fait tourner la tête des scientifiques qui se demandent s'ils ont un impact sur le climat. Pour le savoir, ils partent les étudier sous l'eau, sur l'eau et depuis les airs. Vous voyez ces petits tourbillons? On les observe souvent quand les piliers d'un pont brisent le courant du fleuve, mais aussi dans l'océan. En mer, pas besoin de piliers ou de pagaies pour créer des turbulences, d'autant que les tourbillons océaniques sont bien plus grands. On peut même parler de titans des mers, puisque certains d'entre eux peuvent atteindre un diamètre de plus de 100 km. Et pourtant, ils ont longtemps été négligés par les chercheurs qui voyaient plutôt les courants marins comme de simples tapis roulants, emportant l'eau d'un point A à un point B. En réalité, c'est plus compliqué. L'un des courants marins les plus célèbres est le Gulf Stream, qui traverse l'Atlantique Nord. Quel est donc l'impact des tourbillons sur ces vastes courants qui animent les océans du globe? C'est grâce au Gulf Stream que le climat européen est bien plus doux que celui de l'Est canadien, pourtant situé à la même latitude. Alors d'où vient-il ce fameux Gulf Stream? Le Gulf Stream est l'un des nombreux courants marins qui parcourent les océans du monde et font circuler la chaleur et les nutriments. Remontons à la source du courant dans les Caraïbes. Que devient 1 mètre cube d'eau, soit 1000 litres, au cours du long voyage jusqu'en mer Baltique? Notre mètre cube d'eau est entier lorsqu'il est aspiré par le Gulf Stream. Ce courant essentiel à l'Europe qu'il réchauffe en y apportant d'énormes quantités d'eau chaude. Un cycle animé notamment par les vents d'ouest et les alizés du nord-est. Le long de la côte sud-est des États-Unis, le courant ne fait que 100 km de large. En se dirigeant vers le nord, de grands méandres se forment et le Gulf Stream s'élargit. Au fil des mois, se forment des tourbillons de turbulence, isolés du flux principal. Ils peuvent mesurer jusqu'à 500 km de diamètre et persister pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Le flux du Gulf Stream est tellement sinueux que l'eau acheminée depuis les Caraïbes met 6 mois pour atteindre le Groenland. Et sur les 1000 litres de départ, seuls 300 litres y parviennent. Le reste de l'eau s'est perdu en route, dévié vers le nord ou le sud. Au cours de sa longue traversée, le courant principal s'est dilué et ramifié, mais son flux parvient encore à réchauffer les côtes norvégiennes. Poussée par le vent, l'eau du Gulf Stream contourne les îles Shetland et débouche dans la mer du Nord. Sur les 1000 litres du départ, il n'en reste plus qu'une cinquantaine. Dans la mer du Nord peu profonde, le courant principal circule dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, remontant les côtes néerlandaises et allemandes et charriant des masses de sable sur le littoral. Tous les 10 ans environ, de violentes tempêtes hivernales repoussent de grosses quantités d'eau depuis la mer du Nord jusqu'en mer Baltique, à travers les détroits de Skagerrak, de Kattegat et de l'Øresund. Une fois passée par ces détroits, l'eau venue de l'océan, fraîche et riche en oxygène, est piégée en mer Baltique. Puisqu'elle est plus salée et donc plus lourde que l'eau de la Baltique, elle plonge en profondeur et glisse de bassin en bassin, parfois jusque dans la fosse de Gotland, à plus de 400 mètres de fond. Il ne reste alors plus que 0,2 litres sur les 1000 litres d'eau caribéenne. Le voyage aura duré 5 ans au fil du Gulf Stream, cette longue autoroute marine entre les tropiques et l'Europe. Beaucoup d'eau se perd sur le trajet entre les Caraïbes et la mer Baltique. En cause, les nombreux tourbillons et remous. Mais que devient toute cette eau, au juste? Pour répondre à cette question, nous sommes près de Hambourg, au centre Helmholtz de Gestart, avec le professeur Bachek, qui dirige l'Institut d'océanographie côtière. Vous étudiez les tourbillons marins depuis 10 ans. Question essentielle, que font-ils de l'eau qu'ils emportent?
Quand on observe le Gulf Stream, qui va des Caraïbes à la mer Baltique, on a l'impression que toute l'eau file droit vers le nord. En réalité, le courant connaît de nombreuses déviations tout au long de son parcours. Le flux va et vient, il ne circule pas tout droit. Cela génère d'assez gros tourbillons sur les bords du courant, dont la durée d'existence peut aller jusqu'à plusieurs mois. Ils finissent par dériver dans l'océan, laissant place à de nouveaux tourbillons. Tout un mécanisme est ainsi entraîné, avec différents engrenages qui s'emboîtent, brassant et drainant l'eau. Derrière nous se trouve un drôle d'igloo où l'on peut découvrir une simulation en 3D d'un tourbillon marin. Peut-on plonger à l'intérieur? Oui, allons-y ensemble. L'animation à 360 degrés d'un tourbillon marin emplit toute la coupole de l'igloo. Nous découvrons que les océanographes ont recours à des bateaux et aussi à des avions pour étudier les petits et grands tourbillons de l'océan. Nous venons de voir que les tourbillons pouvaient avoir différentes tailles. Comment les classez-vous? Il existe d'immenses tourbillons pouvant se déplacer sur tout un bassin océanique, comme l'Atlantique. Sur leurs bords se forment ceux de mésoéchelle. Et il y en a des petits de quelques centaines de mètres à quelques kilomètres seulement, qui ne durent que 12 à 24 heures. Que savons-nous aujourd'hui du rôle joué par ces tourbillons marins? Les tourbillons ont une dynamique qui leur est propre, avec une rotation bien plus rapide que celle de la Terre. Un petit tourbillon n'aura pas un gros impact en soi, mais du fait de leur nombre et de leur présence dans toutes les mers du globe, ils jouent un rôle important dans les processus océaniques. Il semblerait qu'ils stimulent par exemple la moitié de la production mondiale de phytoplancton, ces micro-algues marines. Or, ces dernières produiraient la moitié de l'oxygène de notre atmosphère. Comment l'expliquer? Les petits tourbillons font remonter les nutriments à la surface, à la lumière du soleil. Ce sont des conditions idéales pour la croissance des algues. Le phytoplancton est d'ailleurs à la base de la chaîne alimentaire marine. Mais si un phénomène aussi vital dépend des tourbillons, pourquoi les a-t-on découverts aussi tard? Ils sont passés à travers les mailles des observations et des modèles informatiques. Les premières images de petits tourbillons de surface, en spirale, datent d'une vingtaine d'années. À l'époque, on a trouvé ça très beau, mais ça n'a intéressé personne, parce qu'on étudiait plutôt les grands phénomènes océaniques. Ce n'est que lorsque les simulations océanographiques ont gagné en précision, grâce à la puissance des ordinateurs, que l'on a repéré toutes ces petites turbulences. On s'est aperçu que cela générait beaucoup d'énergie, et on s'est alors demandé quel était leur rôle. Comment naissent ces tourbillons et quelle est leur influence sur le Gulf Stream? Une question que se posent les chercheurs de l'Institut Geomar de Kiel, un des plus grands centres de recherche océanographique au monde. Le réchauffement climatique fait fondre la banquise du Groenland et du pôle Nord. Et le Gulf Stream en subit les conséquences. Les spécialistes redoutent que cet apport supplémentaire en eau douce ralentisse son flux. Une catastrophe pour le climat européen, qui pourrait connaître un fort refroidissement. Le Gulf Stream est-il vraiment en danger? Passons dans l'hémisphère sud, au large de la côte sud-africaine, dans le sillage des chercheurs de l'Institut allemand Geomar pour la recherche océanographique. Le Gulf Stream naît bien plus au nord, dans l'Atlantique. Et pourtant, c'est ici que se trouve peut-être la clé de sa survie. Les données collectées en Afrique du Sud aident l'océanographe Arne Biastor à concevoir des modèles informatiques, des simulations qui dévoilent des structures étonnantes. Entraînés par des tourbillons de presque 100 km de diamètre, d'énormes masses d'eau franchissent le cap de Bonne-Espérance, un phénomène essentiel au cycle du Gulf Stream. Les calculs de l'océanographe indiquent une augmentation du nombre et de la taille des tourbillons dans cette zone, appelée courant des aiguilles. Avec le réchauffement climatique, les vents se sont renforcés sur la pointe de l'Afrique, entraînant ainsi plus d'eau chaude et salée de l'océan Indien vers l'Atlantique. Et pas juste un peu d'eau, mais d'énormes quantités. Nous avons constaté une augmentation de 20 à 30% en quelques décennies. Ce phénomène pourrait-il garantir la survie du Gulf Stream? L'eau de l'océan Indien est bien plus chargée en sel que l'eau de l'Atlantique.
Elle est d'abord drainée jusqu'à la côte brésilienne, puis remonte dans le golfe du Mexique avant de partir encore plus au nord. C'est un paramètre majeur. Combien d'eau les tourbillons entraînent-ils dans l'Atlantique? Et quelle quantité de chaleur et de sel cette eau véhicule-t-elle? En poursuivant sa route vers le nord, cette eau salée pourrait aider à équilibrer le cycle du Gulf Stream. Car le sel est un facteur décisif. Mais pourquoi? L'Institut Géomar propose une expérience aux écoliers pour mieux comprendre. Ils remplissent une cuve avec de l'eau salée teintée en jaune, représentant l'eau froide de l'Atlantique Nord. Deuxième étape, verser de l'eau colorée en rouge, plus salée et plus chaude. Elle correspond à l'eau venant du sud et de l'océan Indien. Résultat, l'eau rouge surnage par-dessus l'eau jaune, puisque sa chaleur la rend plus légère. Mais le processus ne s'arrête pas là. Ce qui va se passer dans la réalité, c'est qu'au nord, des vents froids vont refroidir l'eau de surface, ce qui va l'alourdir et la faire descendre en profondeur. Je vais donc prendre un simple sac de glaçons, comme ceux qu'on trouve au supermarché, et je vais le presser contre le haut de la cuve, afin de faire refroidir l'eau rouge. Cela va prendre un petit moment. Il faut le tenir comme ça, bien haut sur le côté, pour éviter de refroidir aussi l'eau jaune. Ce qu'on va pouvoir observer, c'est que l'eau rouge va s'alourdir et couler lentement en générant de petites turbulences. L'eau refroidie coule parce qu'elle est plus lourde et plus salée. Ce phénomène fait naître un cycle appelé circulation thermohaline, qui est pour ainsi dire le moteur du Gulf Stream. Plus il y a de sel dans l'eau du Gulf Stream, plus elle sera lourde, et plus cela renforcera la circulation thermohaline. Les spécialistes ignorent encore si cette eau salée venue du sud pourra compenser la fonte des glaces arctiques. Tout dépend de la quantité de sel qui parvient dans l'Atlantique par les tourbillons du courant des aiguilles. Cette eau doit d'abord traverser les tropiques, et certains phénomènes peuvent bloquer le cycle. L'autre inconnu, c'est la quantité d'eau douce libérée par la fonte de la banquise au Groenland. Actuellement, cela ne suffit pas à affaiblir le Gulf Stream, mais nous savons que la situation va s'aggraver. Le réchauffement climatique fait fondre les glaces de l'Arctique, mais il renforce aussi les tourbillons au sud de l'Afrique. Quel facteur l'emportera et scellera le sort du Gulf Stream? L'avenir nous le dira. C'est donc un cycle complexe qui alimente le Gulf Stream, et les grands tourbillons y contribuent. Mais votre domaine de spécialité à vous, ce sont les petits tourbillons. Qu'ont-ils d'intéressant à nous apprendre ? Les petits tourbillons sont essentiels pour le cycle océanique planétaire, avec les grands et les petits courants. Prenons l'exemple du Gulf Stream. Son flux est sinueux et génère des turbulences, ce qui crée des tourbillons plus petits sur ses bords. Avec ce phénomène de frottement, l'énergie véhiculée par le cycle du Gulf Stream va s'amenuiser progressivement, en mouvement de plus en plus petit. Les tourbillons permettent précisément ce transfert d'énergie d'une grande à une petite échelle. À côté de nous, votre équipe installe un radar que l'on trouve en général sur les bateaux. Qu'allez-vous mesurer et comment ? Quand on est en mer, on a besoin d'avoir une vue d'ensemble, puisque les tourbillons sont invisibles à l'œil nu. Ce genre de radar nous aide à analyser le courant dans un secteur de 3 à 5 km. Ce n'est pas en haute mer, mais sur l'Elbe que nous allons voir comment ce radar fonctionne. Alors que voyons-nous? On voit que le fleuve coule à une vitesse d'environ 1 mètre par seconde. L'image de droite est celle du radar? Oui, c'est le radar. On peut reconnaître le pont et cette langue de terre triangulaire de l'autre côté du fleuve. Pourquoi est-il important de connaître la vitesse du courant pour trouver des tourbillons ?
Si l'on veut repérer les tourbillons, il faut savoir au préalable où il y a des changements de courant. En périphérie d'un tourbillon, l'eau s'écoule plus vite qu'en son centre, et le radar détecte les turbulences à la surface. Nous savons que celles-ci augmentent ou diminuent selon les variations de courant, ce qui nous permet de trouver facilement les tourbillons. Il ne suffit pas de mesurer la vitesse du courant pour repérer à coup sûr les petits tourbillons. Les chercheurs ont aussi recours à une caméra thermique. Elle est accrochée là-haut. Comment l'utilisez-vous pour étudier un tourbillon ? En général, ces caméras thermiques sont fixées sur un dirigeable ou un avion avec lequel nous survolons l'océan à 3 km d'altitude pour déceler les plus petites variations de température de l'eau. Nous pouvons ainsi repérer le cœur d'un tourbillon où de l'eau froide remonte du fond, créant une différence de température allant jusqu'à 1 degré. Sur l'écran, l'eau froide du bassin apparaît en bleu et l'eau un peu plus chaude en vert. Cela correspond à un écart d'1 dixième de degré seulement. Si vous soufflez sur l'eau, on verra vite le changement. On voit bien que la température change. Votre souffle a perturbé la couche d'air à la surface et on a vu tout de suite que l'eau s'est refroidie. Est-ce que nous pouvons, nous aussi, essayer de créer un petit tourbillon? Oui, nous allons verser de l'eau chaude pour obtenir un plus grand écart de température. Ça devient chaud. Avec ce tuyau, je verse de l'eau chaude dans le bassin, juste sous la surface. Nous allons voir quel rayonnement infrarouge est capté par la caméra thermique. On voit bien qu'il se forme des tourbillons là où l'eau chaude arrive, en rouge. Les turbulences se propagent à tout le bassin et s'étendent. Là, c'en est un. Exactement. Ces tourbillons sont évidemment bien plus petits que ceux en pleine mer. Mais on observe le même phénomène de brassage. Il y a plein de petits tourbillons sur les bords, mais aussi un plus gros là. Oui, un courant plus important créé par l'arrivée d'eau. Une caméra infrarouge ne mesure pas la température de l'eau en profondeur. Non, une caméra thermique ne mesure la température que sur quelques millimètres à la surface de l'eau. Si l'on veut mieux comprendre ces phénomènes et leur dynamique dans l'eau, il faut y plonger d'autres instruments, adaptés aux 50 à 100 premiers mètres de profondeur. Ces appareils ultra perfectionnés, qui ont demandé plus de 10 ans de recherche, ont pu faire leurs preuves lors d'une grande expédition scientifique. En juin 2016, votre équipe et vous-même, professeur Bachek, êtes partis à la chasse aux tourbillons. Pour cela, les scientifiques ont mobilisé plusieurs navires et un avion, mais aussi, plus étonnant, un dirigeable. Lancement d'une expédition scientifique d'envergure. Il a fallu se montrer patient et attendre le bon jour. Question de météo, car les chercheurs embarquent à bord d'un dirigeable. Une première mondiale pour la recherche océanographique. Personne ne sait si cette expédition novatrice et coûteuse va porter ses fruits. Un petit avion part en reconnaissance vers la zone de recherche. Le dirigeable, quant à lui, fera office de centre des opérations pour les 10 prochaines heures consacrées à la traque des tourbillons. Territoire exploré, la mer Baltique. Burkhard Bachek dirige l'expédition. C'est notre 3e jour. Voici l'île de Bornholm et là, Usedom, où le dirigeable est stationné. Nous partons pour cette zone au sud de Bornholm, à la recherche de tourbillons. Mais nous ignorons ce que nous allons trouver. À la même heure, sur l'île très touristique de Bornholm, à 130 km de là. L'équipage du Ludwig Prandtl, un navire océanographique, est prêt à larguer les amarres. Accompagné de la vedette Eddie, il va retrouver un 3e navire scientifique, le dirigeable et l'avion, pour entamer cette traque en haute mer. Il s'agit de repérer des tourbillons marins, presque invisibles malgré leur diamètre de plusieurs kilomètres. Leur influence sur la circulation océanique et donc sur le climat mondial n'a pas encore été déterminée par la recherche océanographique. Nous avons là une caméra infrarouge qui scanne la surface de la mer depuis le dirigeable. Elle peut détecter des variations de température de 0,03 degrés.
La moindre remontée d'eau froide provoquée par un tourbillon n'échappera pas à la caméra. Mais c'est un phénomène éphémère que les scientifiques espèrent repérer à temps grâce au dirigeable, capable, à la différence d'un avion, de rester en vol stationnaire. Nous cherchons des petits tourbillons ou des lignes de frontières qui sont responsables du brassage des masses d'eau et de la croissance du phytoplancton dans l'océan. Pour l'instant, c'est le calme plat. Mais voilà que les chercheurs aperçoivent une longue traînée claire dans l'eau. Regarde, on a quelque chose. Là, c'est flagrant. Ici, le dirigeable. On a trouvé des cyanobactéries que vous devriez aussi apercevoir à la surface. On va voir ce qu'on trouve. La présence de ces bactéries indique généralement un endroit où de l'eau froide s'enfonce vers les profondeurs. Les chercheurs sont sur la bonne piste. Enfin, la nouvelle tant attendue. La caméra infrarouge de l'avion a détecté un tourbillon. Les pilotes transmettent les coordonnées. On a un tourbillon, 3 km de diamètre, 0,5 degré d'écart thermique. On va s'en approcher. Pour les navires océanographiques aussi, il est temps d'entrer en action. En avant toute, cap sur le tourbillon. Un tourbillon se forme spontanément avant de disparaître au bout de quelques heures. Il n'y a donc pas de temps à perdre. Sur la vedette, les chercheurs mettent différentes sondes à l'eau. Elles sont censées mesurer la teneur en sel, la pression et la température de l'eau jusqu'à 50 mètres de profondeur. Les chercheurs à bord du navire principal veulent aussi percer les secrets du tourbillon. À quel point brasse-t-il les masses d'eau? Combien de chaleur et de nutriments transporte-t-il? Jamais un tourbillon n'a été étudié d'aussi près et avec une telle minutie. Dans le dirigeable, l'ambiance est plutôt au calme et à la concentration. Burkhard Bachek coordonne l'action des 3 navires de recherche. Il nous faut agir au plus vite, car un tourbillon se délite en quelques heures seulement. Une courte durée que les chercheurs doivent mettre à profit pour collecter un maximum de données. Des bouées équipées de GPS suivent les courants à la surface du tourbillon. Des radars spéciaux scannent la surface de l'océan sur un diamètre de 3 km. Et un sonar à ultrasons détecte les flux de l'eau en profondeur. Le tourbillon est étudié sous tous les angles. Pour cette session, 3 navires quadrillent la zone et prennent toute une série de mesures. C'est un vrai atout. Nous avons eu de la chance que le beau temps soit de la partie et que tout fonctionne. Il nous faut encore analyser les données en détail, mais ce que nous avons là est déjà prometteur. L'enjeu est capital, comprendre le fonctionnement de nos océans. Quelle est l'importance des tourbillons dans les courants océaniques et dans la vie marine? Et par conséquent, quels effets ont-ils sur le climat? L'expédition touche à sa fin, la tension redescend. Nous étions sous pression, mais ça nous a permis d'être bien préparés. C'est grâce à cela que nous avons réussi à trouver plusieurs lignes de frontières et un tourbillon. L'analyse des données va prendre plusieurs mois, mais les scientifiques savent déjà que leurs efforts seront récompensés. Et maintenant, l'heure de vérité. Quel est le résultat de vos recherches? Tout d'abord, il faut dire que c'était la première fois que l'on parvenait à observer un tourbillon depuis sa formation jusqu'à sa disparition, 7 heures plus tard. Nous avons pu faire du surplace pendant 1 heure grâce au dirigeable, au lieu de survoler la zone toutes les 10 minutes en avion. Cela nous a permis de réaliser 50 images à la seconde et d'observer son évolution. Sur cette séquence, qui dure 1 heure, nous voyons bien que l'eau froide est aspirée par le tourbillon, que celui-ci s'élargit et qu'une grande quantité d'eau remonte des profondeurs, ce qui entraîne un brassage. Nous pensons que ce processus pourrait assurer la remontée des nutriments à la surface. Cela signifie qu'on pourrait y observer une forte croissance d'algues?
C'est une possibilité. Nous ne pouvons pas le confirmer car la durée de vie de ce tourbillon était bien trop courte. Néanmoins, nous avons déjà constaté des concentrations de phytoplancton plus élevées dans les petits tourbillons, ce qui expliquerait leur remontée à la surface et ce qui permet de les voir. Mais cela ne signifie pas pour autant que ce phénomène est dû au tourbillon. C'est l'un des nombreux points qu'il reste à éclaircir. Êtes-vous surpris d'en avoir appris autant? Nous savions que les tourbillons se formaient très vite et qu'ils pouvaient faire une rotation complète en 2 petites heures. Le fait d'observer ce tourbillon avec une telle précision était toutefois une première mondiale, que personne d'autre n'a réussi à réaliser pour l'instant. Merci beaucoup. Bravo et bonne chance pour la suite. Merci à vous. Ainsi, qu'ils soient gros ou petits, les tourbillons favorisent la vie sous-marine et alimentent notre cher Gulf Stream. Et pourtant, nous les connaissons encore très mal, notamment parce qu'ils sont loin d'être faciles à repérer. Les instituts océanographiques à travers le monde poursuivent leurs recherches pour mieux comprendre le rôle des tourbillons dans l'océan. Et nous, on compte bien vous tenir au courant. Salut à tous! À la prochaine. Tchuss.